Par une nuit sombre et orageuse au-dessus de l'océan Pacifique, un puissant Boeing 747 monte régulièrement vers son altitude de croisière avec plus de 300 passagers à bord. Il est presque 2 heures du matin, les lumières sont tamisées et de nombreux passagers se sont installés dans leurs sièges avec des couvertures et des oreillers, réconfortés par le grondement régulier des moteurs à l'extérieur. Non loin de là, des éclairs illuminent l'océan sous une cellule orageuse, alors le pilote demande rapidement une légère déviation pour éviter cette zone météorologique. Et alors que le Boeing 747 franchit les 20 000 pieds, le commandant de bord décide de laisser le signal « Attachez vos ceintures » allumé au cas où il rencontrerait des turbulences dues à ces orages. Soudain, le calme de la nuit est interrompu par un fort bruit métallique provenant de quelque part sous la cabine passager. Le commandant de bord a juste le temps de demander « C'était quoi ça ?» et l'ingénieur de vol de répondre « Je ne sais pas », avant que l'avion ne soit secoué par une explosion massive et dévastatrice. Des morceaux de métal tordus volent maintenant dans toutes les directions et l'air commence soudainement à s'échapper de la cabine, traversant les allées comme un ouragan et emportant tout ce qui n'est pas solidement fixé. Dans le cockpit, le commandant se rappelle ses collègues de la Pan Am qui, 2 mois plus tôt, se sont écrasés à Lockerbie en Écosse à cause d'une bombe terroriste. Et pendant quelques secondes horribles, il pense que la même chose vient de lui arriver. Et pour la plupart des passagers, ce voyage du 23 février 1989 avait commencé à des milliers de kilomètres de là, à Los Angeles, où ils avaient embarqué à bord du vol 811 de United Airlines, un vol de nuit à destination de Sydney, en Australie, avec des escales prévues à Honolulu, Hawaï et Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le Boeing 747 âgé de près de 19 ans utilisé pour ce vol était sorti de la chaîne de montage en 1970, faisant partie de la première génération du célèbre Jumbo Jet de Boeing. Et à ce moment-là, il avait accumulé 58 800 heures de vol au cours de plus de 15 000 vols, principalement long courrier. Cet avion présentait alors divers petits défauts techniques répertoriés, comme on peut s'y attendre d'un appareil ayant été en service aussi longtemps. Mais tous ces problèmes avaient soit été réparés, soit reportés conformément à la liste minimale d'équipements, de sorte que l'équipage n'avait rencontré aucun problème pour faire voler le jet jusqu'à Honolulu. Ainsi, juste après minuit, heure locale, le 24 février, le vol 811 a atterri sans incident à Hawaï, où certains passagers sont descendus et d'autres sont montés à bord. Ce qui porte le nombre total de passagers pour la prochaine étape à 337, plus 3 membres d'équipage de conduite et 15 membres d'équipage de cabine. L'équipage de conduite, qui s'apprêtait maintenant à prendre le relais pour l'étape vers Auckland, avait été en repos à Honolulu pendant 34 heures et se sentait donc bien reposés malgré leur départ très matinal à 1h30 du matin. Aux commandes du vol à venir se trouvait un commandant de bord de 59 ans qui approchait de la retraite après une longue carrière totalisant 28 000 heures de vol, dont plus de 1600 passées sur le Boeing 747. Son copilote avait 48 ans et était également très expérimenté avec un total de 14 500 heures de vol, bien que seulement 300 d'entre elles aient été effectuées sur le 747. Enfin, l'équipage comprenait également un mécanicien navigant de 46 ans avec environ 20 000 heures de vol au total, dont 1200 sur ce type d'appareil. Dans l'ensemble, il s'agissait donc d'un équipage très expérimenté avec beaucoup d'heures de vol à leur actif. Un élément qui allait jouer un rôle important dans l'issue de cette histoire. Quoi qu'il en soit, pendant que les passagers embarquaient et que l'équipage procédait aux vérifications pré-vol au sol, les agents de piste de United Airlines étaient occupés à charger les bagages dans la soute avant du 747. Le 747 possède 2 soutes inférieures, une à l'avant et une à l'arrière, chacune accessible par une porte de soute à ouverture extérieure motorisée électriquement. Et l'une de ces portes va jouer un rôle central dans ce qui va se passer, alors voyons comment elle fonctionne. Parce que les soutes du 747 sont pressurisées comme la cabine passager, ces portes doivent pouvoir résister à une différence de pression intense entre l'intérieur et l'extérieur. Les portes passagers sont un type appelé portes à bouchons, ce qui signifie qu'elles sont légèrement plus grandes que leur cadre, de sorte que la pressurisation les pousse fermement contre leur encadrement, les rendant ainsi intrinsèquement sûres. Mais il s'est avéré assez peu pratique de concevoir une porte cargo de cette manière. On aurait pu concevoir la porte pour qu'elle s'ouvre vers l'intérieur comme sur le Boeing 737 que je pilote.
Mais comme les portes du 747 sont très grandes, il aurait alors fallu laisser trop d'espace vide dans la soute pour permettre à la porte de s'ouvrir à l'intérieur. Donc cette conception avait été écartée. Les concepteurs pouvaient aussi faire qu'une porte de soute ouvrant vers l'extérieur fonctionne comme une porte de type plug une fois fermée. Le Lockheed 1011 TriStar, conçu à la même époque que le 747, utilisait ce genre de principe. Quand la porte était fermée, un actionneur la descendait pour aligner les butées de pression et d'amérissage avec les patins de butées de pression autour de la porte. Ce qui transférait alors les charges de pression au fuselage et, selon la propre description de Lockheed, créait un effet de bouchon complet. Mais cette solution est plus coûteuse et difficile à concevoir, donc la plupart des portes de soute sont plutôt de simples modèles non-bouchons s'ouvrant vers l'extérieur qui résistent aux charges de pressurisation grâce à un mécanisme de verrouillage conçu pour empêcher la porte de s'ouvrir en vol. Et faites attention maintenant car cela va devenir un peu technique. Sur le Boeing 747, les portes de soute sont articulées en haut avec des verrous en bas composés de 8 axes de verrouillage horizontaux fixés aux joints de la porte et de 8 cames de verrouillage correspondantes fixées à la porte elle-même. Lorsque la porte se ferme, ces cames de verrouillage en forme de C saisissent alors les axes de verrouillage et tournent dans le sens horaire pour sécuriser la porte et terminer le processus de verrouillage. 2 verrous intermédiaires à mi-hauteur de chaque côté de la porte servent uniquement à maintenir la porte affleurante au fuselage sans supporter de charge importante, car les charges de pressurisation sont principalement absorbées par les 8 verrous principaux. Maintenant, pour actionner la porte, un agent de piste peut appuyer et maintenir le bouton de fermeture de la porte situé à l'extérieur du fuselage, à côté de la porte cargo. Et cela envoie d'abord un signal électrique à un actionneur principal qui déplace la porte de la position ouverte jusqu'à presque la position fermée. Et ensuite, à ce moment-là, l'alimentation électrique est automatiquement transférée à un actionneur de crochet d'attirance qui actionne les crochets pour ramener la porte à fleur du fuselage jusqu'à ce que les cames de verrouillage puissent alors saisir les axes de verrouillage. À ce moment, l'alimentation est automatiquement transférée au dernier actionneur, celui de verrouillage, qui fait tourner les cames. Une fois la position de verrouillage finale atteinte, l'alimentation de l'actionneur est coupée, indiquant à l'agent de piste de sécuriser la porte avec la poignée manuelle. Quand la poignée est poussée à fleur de la porte, des tubes de torsion transmettent la force pour faire pivoter 8 secteurs de verrouillage en L devant les ouvertures des 8 cames. Et maintenant, en théorie, le but de ces secteurs de verrouillage est d'empêcher les cames de pivoter à nouveau vers la position déverrouillée, garantissant ainsi que la porte ne puisse pas se déverrouiller en vol. Et, lorsque les secteurs de verrouillage atteignent la position complètement verrouillée, l'interrupteur de verrouillage principal S2 entre en contact, ce qui entraîne la coupure de toute alimentation électrique des interrupteurs d'ouverture et de fermeture de la porte. Le mouvement de la poignée de verrouillage ferme aussi les 2 portes de décharge de pression intégrées à la porte de soute, conçues pour libérer l'air et empêcher la pressurisation de l'avion si la porte n'est pas bien verrouillée. Et leur fermeture indiquera également à l'agent de piste que la porte a été correctement verrouillée et elles activent en plus un interrupteur électrique qui éteint le voyant d'ouverture de la porte de soute au poste de l'ingénieur de vol dans le cockpit. Mais cette séquence assez compliquée n'était pas la seule façon d'ouvrir ou de fermer ces portes de soute. Vous voyez, Boeing avait également intégré un système de secours pour s'assurer que la porte puisse toujours être ouverte et fermée sans alimentation électrique ou en cas de problème avec l'un des actionneurs électriques. Pour ouvrir la porte manuellement, un agent de piste ouvrait d'abord la poignée de verrouillage comme d'habitude, puis utilisait une clé à douille insérée dans chacun des 3 orifices de commande manuelle pour actionner manuellement l'actionneur de verrouillage, l'actionneur du crochet de traction, puis l'actionneur principal jusqu'à l'ouverture complète. C'était un processus assez laborieux. En fait, ouvrir uniquement l'actionneur de verrouillage nécessitait 95 tours de la clé à douille, et c'est bon à garder en tête. Malheureusement, tout comme le DC-10 de la même époque, les portes cargo du 747 ont rencontré de nombreux problèmes, pratiquement dès le tout début. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à 1969 quand les portes ont été conçues et certifiées. À cette époque, tout comme aujourd'hui, toute porte s'ouvrant vers l'extérieur devait être équipée d'un mécanisme de verrouillage positif empêchant l'ouverture de la porte sous l'effet de la pressurisation.
Et pour se conformer à cette exigence, Boeing avait spécifiquement démontré que la conception de son verrou était suffisante pour empêcher les cames de verrouillage de vibrer vers la position déverrouillée. Boeing a surtout présenté le système de verrouillage comme un indicateur montrant que la porte était bien verrouillée aux pilotes et au personnel au sol, les verrous étant déjà assez solides pour résister aux charges de pressurisation. Et en conséquence, l'analyse de Boeing du système était basée sur l'hypothèse que la poignée de verrouillage ne pouvait pas être déplacée en position verrouillée si la porte n'était pas enclenchée en raison de l'interférence entre les secteurs de verrouillage et les cames de verrouillage. Mais ils n'ont pas analysé si les cames de verrouillage pouvaient être ramenées manuellement ou électriquement en position déverrouillée après que la porte ait été verrouillée. Ou ce qui se passerait si quelqu'un essayait de faire cela. Pour être clair, une fois que la porte est verrouillée, l'alimentation du bouton d'ouverture électrique de la porte est coupée. Il ne serait donc pas possible pour un agent de piste d'ouvrir électriquement la porte à ce moment-là, sauf si l'interrupteur principal de verrouillage S2 détectait à tort que la porte était déverrouillée. Et si cela arrivait, ce serait une défaillance latente, puisqu'il n'y avait aucun signe évident pour indiquer à qui que ce soit que cet interrupteur avait échoué. Donc, en réalité, cela aurait pu être possible sur certains avions sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Si l'actionneur de verrouillage ouvrait les cames alors que la porte était verrouillée, les cames en acier plieraient simplement les secteurs en aluminium, plus faibles, les repoussant et déverrouillant la porte, car Boeing n'avait jamais prévu qu'ils empêchent réellement le déverrouillage. Encore pire, même sans défaillance du système, la même chose arriverait si un agent de piste tentait de déverrouiller la porte manuellement avec la douille alors qu'elle était toujours verrouillée. Il n'y avait pratiquement aucune protection contre cela. Avançons rapidement jusqu'en 1974, plus précisément le 3 mars 1974, le jour du terrible crash du DC-10 de Turkish Airlines près de Paris que j'ai déjà évoqué ici sur la chaîne. L'enquête sur cet accident a révélé qu'il était relativement facile pour les agents de piste de forcer la poignée de verrouillage de la porte cargo à ouverture extérieure du DC-10 en position verrouillée, que la porte soit correctement verrouillée ou non. Et dans ce cas précis, la porte avait également été tellement mal réglée que la force nécessaire pour faire cela était très faible. En conséquence, un agent de piste a verrouillé la porte alors qu'elle n'était pas complètement verrouillée et la porte a ensuite explosé sous la pression croissante après le décollage, provoquant l'effondrement du plancher de la cabine passager, ce qui a sectionné les câbles de commande des gouvernes de profondeur du DC-10. Et malheureusement, la perte de contrôle qui en a résulté et le crash ont tué les 346 personnes à bord. Suite à cet accident, la conception des portes de soute s'ouvrant vers l'extérieur a été réexaminée dans l'industrie et plusieurs avions ont vu leur système de verrouillage modifié pour garantir une indication plus fiable de l'état de verrouillage. Lors de ce processus, Boeing a découvert que les portes de décharge de pression du 747 pouvaient être poussées en position fermée lors de la pressurisation, même si la porte n'était pas correctement verrouillée ou enclenchée, ce qui pouvait entraîner leur ouverture en vol. Boeing a donc immédiatement publié un bulletin de service exigeant l'installation de capots sur les portes de décharge de pression pour empêcher cela, bien que les registres suggèrent que United Airlines n'avait jamais intégré cette modification. Mais même pendant cette période de surveillance accrue, Boeing n'est jamais revenu en arrière pour réexaminer si le système de verrouillage devait physiquement empêcher la porte d'être déverrouillée manuellement ou électriquement. Ce qui, selon le Bureau national de la sécurité des transports après cet accident, représentait une énorme occasion manquée. Et il s'avère que ce n'était pas la seule. En fait, une autre s'était présentée le 10 mars 1987. Ce jour-là, un Boeing 747 de Pan Am quittait Londres à destination de New York lorsque, vers 20 000 pieds, les pilotes ont remarqué que l'avion ne se pressurisait pas correctement. Ils sont donc redescendus à 15 000 pieds où le problème a disparu, puis ils ont recommencé à monter, mais le même problème est réapparu. L'équipage a donc décidé de retourner à Londres et a atterri en sécurité, où il a été découvert que la porte de la soute avant était ouverte d'environ 4 cm. Les cames de verrouillage ont été trouvées en position déverrouillée, mais la poignée de verrouillage était en position verrouillée. Les secteurs de verrouillage étaient gravement endommagés et le voyant d'alarme de la porte du cockpit était éteint. Alors, comment cela a-t-il été possible?
Les premiers enquêteurs de Boeing et Pan Am ont constaté que les actionneurs électriques de la porte étaient hors service, leur réparation reportée, obligeant un agent de piste à ouvrir et fermer les portes manuellement avec une clé à douille. Une possibilité était que des dommages préexistants au secteur de verrouillage aient permis de placer la poignée en position verrouillée alors que les loquets de la porte n'étaient pas encore engagés. Mais cela a ensuite été réfuté par des essais. En fait, même lorsqu'ils étaient gravement endommagés, les secteurs de verrouillage interféraient avec les cames de verrouillage ouvertes, empêchant la porte d'être verrouillée à moins que les cames ne soient engagées à plus de 80% vers la position de verrouillage, auquel cas il aurait été de toute façon impossible d'ouvrir la porte. Boeing et Pan Am ont donc soupçonné que les dommages n'étaient pas antérieurs, mais s'étaient produits lorsque l'agent de piste, après avoir fermé la porte, avait utilisé la clé à douille pour rouvrir les cames de verrouillage, déformant ainsi les secteurs. Mais l'agent de piste n'a apparemment jamais admis avoir fait cela et personne n'a vu ce genre de choses se produire, ce qui mérite d'être rappelé ici. Quoi qu'il en soit, après cet incident, Boeing s'est rendu compte que les secteurs de verrouillage étaient trop faibles pour retenir les cames de verrouillage, alors ils ont publié un bulletin de service recommandant aux exploitants de remplacer les secteurs de verrouillage en aluminium par une nouvelle version en acier. 16 mois plus tard, à la fin de 1988, la Federal Aviation Administration a également publié une directive de navigabilité rendant ce changement obligatoire. Mais les compagnies aériennes disposaient également de 18 à 24 mois pour se conformer à cette directive selon la variante du 747 qu'elles exploitaient. Le National Transportation Safety Board a ensuite vivement critiqué la Federal Aviation Administration pour sa lenteur à résoudre ce grave problème de sécurité. Selon la réglementation fédérale, l'ouverture en vol d'une porte de soute était classée comme un événement inacceptable, pouvant entraîner des dommages catastrophiques. Et la recommandation de Boeing a été publiée sous la forme d'un bulletin de service d'alerte, qui est la catégorie la plus urgente de bulletins de service utilisés pour traiter des problèmes graves de sécurité ou de vol. Ainsi, non seulement ce délai d'attente de 16 mois pour une consigne de navigabilité a été jugé déraisonnable, mais il n'y avait également aucune bonne raison de donner aux exploitants jusqu'à 2 ans pour mettre en œuvre cette correction. D'habitude, la FAA accorderait ce genre de long délai de grâce si l'acquisition des pièces posait problème. Ici, ce n'était pas le cas, car la plupart des compagnies aériennes pouvaient facilement fabriquer en interne les secteurs de verrouillage en découpant de la tôle de base. Le coût de la réparation n'était également que d'environ 3 000 $, même si l'avion devait être hors service pendant 15 heures avec un nombre important d'heures de travail. United Airlines a donc décidé de mettre en œuvre cette modification lorsque chaque avion entrait en maintenance lourde et devait de toute façon être immobilisé. Et dans le cas du November 4713 uniforme, l'appareil dont il est question dans cette histoire, la prochaine session de maintenance lourde était prévue pour avril 1989. Il était donc encore équipé des anciens secteurs de verrouillage en aluminium. Selon The Seattle Times, TWA et Pan Am avaient déjà remplacé tous les secteurs de verrouillage sur leur flotte de 747 en février 1989. Mais United Airlines n'avait réparé que 6 de ces 31 Jumbo, ce qui, il s'avère, n'était pas la seule façon dont United Airlines a failli dans cette affaire. La directive de navigabilité précisait également que les portes devaient être inspectées chaque fois qu'elles avaient été ouvertes ou fermées manuellement, mais United Airlines avait accidentellement omis ce détail dans son manuel de maintenance à cause d'une erreur administrative. Donc, aucune de ces inspections n'était effectuée. Et cela nous ramène finalement au vol 811, le 24 février 1989, où quelque chose d'impensable allait maintenant se produire. Avant de poursuivre l'histoire, je dois préciser que ce qui s'est passé alors a d'abord été très controversé. Et cela parce que la porte de soute de ce vol ne serait retrouvée qu'après que le NTSB ait déjà déterminé la cause probable de l'accident. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord résumer ce que le NTSB pensait initialement s'être produit, ce qui s'est en fait avéré faux pour des raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard. Et pour comprendre cela, je dois aussi préciser que la porte s'est finalement ouverte en vol. Désolé pour ce spoiler, mais vous allez quand même vouloir rester pour découvrir ce qui s'est réellement passé à ce moment-là, car c'est l'une des histoires les plus incroyables que j'ai jamais vues.
Mais ce qui s'est passé initialement après cet accident, c'est que, sans pouvoir examiner la porte elle-même, le NTSB a dû essayer d'inférer son état à partir d'indices contextuels qui réduisaient le nombre de façons dont elle aurait pu s'ouvrir. Si la porte avait été correctement verrouillée et verrouillée au départ du vol 811, alors pour que la porte s'ouvre d'elle-même, 4 défaillances auraient dû se produire. Premièrement, les actionneurs sont alimentés par le bus électrique de manutention au sol, qui ne peut recevoir de l'énergie que de l'unité de puissance auxiliaire ou APU, normalement utilisée au sol. Il ne peut pas être alimenté par un générateur entraîné par les moteurs. Quand un moteur démarre, le bus de manutention au sol se déconnecte automatiquement, sauf si les pilotes passent outre à cette coupure au moyen de l'interrupteur d'excitation de l'APU avec l'APU en marche, ce qui ne semble pas avoir été fait. Et même s'il l'avait fait, le bus de manutention au sol aurait quand même été automatiquement déconnecté de l'alimentation lorsque le relais air-sol aurait détecté que l'avion était en vol, donc ce capteur aurait également dû tomber en panne. À ce moment-là, l'actionneur de verrouillage ne recevrait toujours pas d'alimentation électrique du bus de manutention au sol, à moins que l'interrupteur principal de verrouillage S2 ne détecte également par erreur que la porte était déverrouillée. Et ensuite, par-dessus tout cela, un court-circuit aurait également dû se produire de manière à actionner par erreur l'actionneur de verrouillage dans le sens d'ouverture de la porte. Comme l'interrupteur S2, l'actionneur de verrouillage et son câblage restaient fixés à la porte, le NTSB n'a pu vérifier leur état immédiatement. Mais malgré cela, ils estimaient que cette suite d'événements invraisemblables était hautement improbable. Mais le nombre de défaillances serait légèrement réduit si la porte s'était déverrouillée alors que l'avion était encore au sol avant le démarrage des moteurs, avec l'APU alimentant encore le bus de manutention au sol. Maintenant, en supposant que les agents de piste aient bien fermé et verrouillé la porte, alors parmi toutes les défaillances que je viens d'énumérer, seul le court-circuit sur l'interrupteur S2 défaillant serait nécessaire pour que la porte s'ouvre d'elle-même. Mais il était impossible pour le NTSB de prouver ou d'infirmer cette possibilité sans avoir accès à la porte elle-même, donc au cours de l'enquête, cela est resté une inconnue. Le NTSB s'est plutôt concentré sur la possibilité que la porte n'ait pas été correctement verrouillée par le personnel de piste. Selon Boeing, lors de l'incident Pan Am de 1987, les enquêteurs savaient que d'importants dommages préexistants au secteur de verrouillage pouvaient théoriquement bloquer la poignée, même si la porte n'était pas totalement verrouillée. Et le NTSB estimait qu'il existait des preuves circonstancielles importantes suggérant que les secteurs de verrouillage du November 4713 uniforme présentaient des dommages préexistants. Les carnets d'entretien de cet avion montraient de nombreux problèmes avec les actionneurs électriques de porte remontant à plusieurs mois, voire même des années, nécessitant l'utilisation répétée du système de secours manuel. Et si le personnel de piste oubliait parfois de déverrouiller la porte avant d'essayer de la déverrouiller manuellement, des dommages répétés au secteur de verrouillage auraient pu se produire, allant jusqu'à la rupture complète des secteurs de verrouillage. Ces dommages auraient pu passer inaperçus, car United Airlines ne faisait pas les inspections obligatoires déjà mentionnées. Maintenant, une fois que ces dommages atteignaient un certain niveau de gravité, il aurait pu devenir possible de verrouiller la porte sans l'enclencher. De plus, l'usure excessive des axes de verrouillage et des crochets de traction qui étaient encore accessibles au NTSB suggérait que la porte était mal alignée depuis un certain temps, ce qui aurait pu être la cause des difficultés notées dans le carnet technique de maintenance. Si l'actionneur des loquets peinait à engager les loquets d'une porte mal alignée à cause d'un frottement excessif entre les cames et les axes des loquets, il aurait pu cesser de fonctionner avant que les loquets soient complètement engagés. Ainsi, si cela s'est produit sur l'avion accidenté, l'agent de piste, voyant l'actionneur de verrouillage arrêté, aurait cru la porte bien fermée et verrouillée et aurait fermé la poignée. À ce moment, le secteur de verrouillage endommagé se serait enclenché en passant devant les cames ouvertes, les portes de décompression se refermant et le voyant d'alerte du cockpit s'éteignant, piégeant ainsi la situation. Il aurait cependant été possible de voir que les cames de verrouillage étaient toujours déverrouillées grâce à 8 petits hublots situés en bas de la porte, mais Boeing avait supprimé toute obligation d'utiliser ces hublots en 1970 lorsqu'ils avaient désigné les portes de décompression comme principal indicateur de l'état de la porte. Ainsi, pour le NTSB, il semblait vraiment que toutes les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Mais était-ce vraiment le cas? Vous voyez,
tout le monde n'était pas satisfait de cette explication. Cela, principalement, car cette explication reposait sur l'idée que les mécaniciens ou agents de piste endommageaient parfois les secteurs de verrouillage en tentant d'ouvrir manuellement les portes sans les avoir préalablement déverrouillées. Quelque chose que personne n'avait jamais admis avoir fait et que personne n'avait jamais vu. En plus de cela, déverrouiller la porte nécessitait 95 tours de la clé à douille, ce qui représente un long moment sans que personne ne remarque ou ne signale que la porte était encore verrouillée. Il semble donc assez improbable qu'il n'existe aucune preuve directe qu'une erreur aussi remarquable se soit réellement produite un jour. Mais, à part ce point vexant, l'explication initiale du NTSB avait du sens. Ainsi, en 1990, le NTSB a déterminé qu'un dommage préexistant avait permis à un agent de piste de verrouiller une porte mal verrouillée, ce qui a permis à la porte de s'ouvrir plus tard en vol. Mais en octobre 1990, la porte a été miraculeusement retrouvée au fond de la mer à une profondeur écrasante de plus de 4300 mètres. Et lorsqu'elle a été récupérée et remontée à la surface, les enquêteurs du NTSB ont immédiatement constaté qu'il n'y avait aucun dommage préexistant sur les secteurs de verrouillage. En fait, ils étaient presque intacts, bien qu'ils soient coincés contre les cames de verrouillage ouvertes. Cela signifiait que les cames étaient verrouillées, mais avaient pivoté en position de déverrouillage après le verrouillage de la porte, repoussant ainsi les secteurs de verrouillage. Et cela signifiait que la porte avait dû être correctement verrouillée et fermée avant le départ, mais qu'elle avait ensuite été rouverte plus tard. Donc, la seule option restante était que la porte s'était d'une manière ou d'une autre ouverte toute seule. Et seulement quelques mois plus tard, en juin 1991, c'est exactement ce qui s'est produit à bord d'un autre Boeing 747 de United Airlines qui était en maintenance à l'aéroport JFK de New York. Les mécaniciens de United réparaient une porte de soute arrière bloquée électriquement à cause d'un disjoncteur qui sautait sans arrêt. Ainsi, alors que l'avion était stationné à la porte d'embarquement en attendant ses passagers, les mécaniciens ont ouvert la porte manuellement à l'aide d'une manivelle, puis ont réenclenché le disjoncteur avant de réussir à actionner la porte électriquement à plusieurs reprises. Ils ont ensuite commencé à examiner le câblage de la porte pour rechercher des défauts, et pendant qu'ils faisaient cela, la porte s'est soudainement déverrouillée et a commencé à s'ouvrir, toute seule. Il était alors impossible de l'arrêter avant que quelqu'un coupe le disjoncteur. Les mécaniciens ont ensuite découvert que plusieurs fils alimentant les actionneurs de la porte avaient été endommagés à l'endroit où le faisceau de câble descend du fuselage vers la face intérieure de la porte, un endroit où les fils devaient se plier à chaque ouverture et fermeture de la porte. L'isolant de cette zone était endommagé, exposant les conducteurs et provoquant un court-circuit responsable de l'ouverture non commandée de la porte. Ainsi, avec cet incident et la récupération de la porte cargo, le NTSB a estimé disposer de suffisamment de preuves pour ouvrir l'enquête. Et ce que je vais maintenant vous raconter, c'est ce qu'ils pensent s'être réellement passé à bord du vol 811. Alors que l'avion était stationné à la porte, l'agent de piste a correctement fermé et verrouillé la porte avant de la soute, puis le 747 a attendu un peu plus longtemps avant d'effectuer le pushback et de démarrer ses moteurs. Pendant ce temps, bien que le circuit de manutention au sol ait eu du courant, un court-circuit a sans doute envoyé une mauvaise commande d'ouverture de porte au système d'actionnement. Le câblage récupéré avec la porte montrait des signes de dommages préexistants similaires à ceux trouvés sur l'avion jumeau à JFK, y compris sur des fils faisant partie des combinaisons possibles dont le court-circuit pouvait entraîner une ouverture de porte non commandée. Les fils exacts n'ont jamais été identifiés, mais tout le câblage n'a pas été retrouvé, et des tests réalisés par Boeing ont montré qu'un court-circuit entre ces fils ne laisserait pas forcément de traces visibles de toute façon. Les enquêteurs ont aussi constaté que l'interrupteur S2 pouvait avoir des dommages antérieurs pouvant faussement signaler que la porte était déverrouillée. En raison de cette combinaison de défaillances, la porte avant de la soute a commencé à se déverrouiller, mais les cames n'ont jamais atteint la position totalement déverrouillée, soit parce que les fils en court-circuit ont cessé le contact, soit parce que la friction entre came et secteur dépassait la limite de couple de l'actionneur, le faisant patiner.
Et par conséquent, la porte ne s'est pas ouverte comme lors de l'incident de la Pan Am en 1987. À la place, elle est simplement restée là, presque déverrouillée, maintenue fermée par la friction entre les cames, les axes et les secteurs de verrouillage. Et comme le voyant d'alerte de la porte était commandé par les portes de décharge de pression qui étaient complètement fermées, les pilotes n'avaient aucun moyen de savoir que quelque chose n'allait pas. Cela signifiait donc qu'ils ont simplement terminé les vérifications pré-vol, démarré leur moteur et roulé jusqu'à la piste, où à 1h33 heure locale, ils ont fait décoller leur majestueux 747 de la piste et se sont élevés dans la douce nuit tropicale. Et à partir de ce moment-là, le compte à rebours vers la catastrophe avait essentiellement commencé. Comme la porte et les évents de surpression restaient fermés, la soute à cargo s'est pressurisée normalement durant la montée sans aucun signe de problème. Dans le cockpit, les pilotes évitaient les orages, ce qui avait incité le commandant à laisser le signal « Attachez vos ceintures » allumé. Et alors que l'avion montait de 22 000 vers 23 000 pieds, la différence de pression entre la soute à cargo et l'air extérieur a dépassé ce que la porte, en grande partie non verrouillée, pouvait supporter. À ce moment-là, des passagers ont entendu un grincement bref, puis un bruit sourd lorsque les cames de verrouillage se sont désengagées des axes en 1 seconde et demie, juste assez pour que le commandant demande « Qu'est-ce que c'était ?» À ce stade, la porte était maintenue en place par les 2 crochets de retenue, mais ceux-ci n'étaient jamais conçus pour supporter une telle charge, ce qui signifie qu'ils ont cédé presque immédiatement. Et lorsqu'ils ont cédé, la pression qui s'échappait a propulsé la porte avec une telle force qu'elle a dépassé sa course maximale habituelle et a violemment frappé le flanc de la cabine passager juste au-dessus d'elle. Simultanément, la différence de pression entre la soute désormais dépressurisée et la cabine pressurisée au-dessus a généré d'énormes contraintes sur le plancher de la cabine qui a rapidement commencé à s'effondrer vers le bas. Cela, ainsi que l'impact de la porte sur la cabine, a provoqué la rupture du revêtement du fuselage dans cette zone. Et en une fraction de seconde, la déchirure est remontée depuis le haut de la porte de la soute, a traversé la cabine principale des passagers et est montée jusqu'au pont supérieur du 747, atteignant la ligne des hublots, arrachant ainsi une incroyable surface de 18 mètres carrés du fuselage, comme on pèle une banane. Cette rupture a également emporté une grande partie du plancher sous le côté droit de la cabine de classe affaires, éjectant 5 paires de sièges doubles du bloc de droite de la rangée 8 à la rangée 12, ainsi que leurs 8 malheureux occupants. Bien que le siège 9F juste à côté de la brèche soit resté attaché, la personne à cet endroit a aussi été éjectée, sans doute parce qu'elle ne portait pas ou pas assez serré sa ceinture de sécurité. Ainsi, au total, 9 passagers ont été éjectés de l'avion avec leur siège, le plancher, la porte cargo, une grande section du revêtement du fuselage, de nombreuses nervures et lisses structurelles, ainsi qu'un conteneur de fret. Tout a été projeté dans le sillage, certains éléments heurtant l'aile droite et l'empennage. Au moins un passager a été aspiré dans le moteur numéro 3 et des débris ont également été ingérés par le moteur numéro 4, causant de graves dommages à chacun d'eux, tandis que divers objets ont heurté le bord d'attaque de l'aile, provoquant des bosses et des déchirures sur toute sa longueur. Des débris ont aussi rebondi sur le stabilisateur horizontal droit et la dérive, cabossant les deux. Et un morceau de conteneur à fret s'est logé entre le pylône du moteur numéro 3 et le dessous de l'aile, sectionnant les conduits pneumatiques qui fournissaient la pression nécessaire au fonctionnement des volets de bord d'attaque extérieur du 747. Tout cela s'est produit en l'espace d'1 seule seconde. Un passager a déclaré plus tard « Tout s'est passé si vite que personne ne l'a réellement vu ». Un instant auparavant, il y avait 355 personnes à bord, et en un clin d'œil, il y en avait soudain 9 de moins, et un trou béant s'était ouvert là où elles se trouvaient. Dans le cockpit, les pilotes entendirent alors le bruit incroyable de leur avion en train de se déchirer, suivi d'un brouillard surréaliste lorsque la chute soudaine de pression fit subitement condenser la vapeur d'eau dans le cockpit. Comme je l'ai mentionné au début, pendant quelques secondes, les pilotes ont cru que l'avion avait explosé en plein vol et qu'ils étaient maintenant en train de tomber vers la mer. Mais il est vite devenu évident que ce n'était pas le cas. L'alimentation électrique principale avait été temporairement interrompue, créant une coupure dans l'enregistrement des conversations du cockpit, mais l'électricité est revenue après 21 secondes, moment où les pilotes étaient déjà en train de diagnostiquer l'urgence.
Le copilote informait alors Honolulu Center de la perte du moteur numéro 3 et qu'il descendait rapidement tandis que le commandant de bord pressait l'ingénieur de vol d'appeler l'équipage de cabine pour les informer qu'ils effectuaient une descente d'urgence jusqu'à 10 000 pieds, conformément à la procédure en cas de décompression rapide. Les 3 pilotes ont alors essayé de mettre leur masque à oxygène, mais, à leur grande surprise, aucun des 3 masques ne fonctionnait car les dégâts dans la soute avaient sectionné la conduite d'alimentation de la bouteille d'oxygène de l'équipage vers leur masque. À l'extérieur des fenêtres, ils pouvaient en même temps voir des flammes jaillir des moteurs numéro 3 et numéro 4, gravement endommagés, qui vibraient maintenant fortement. Mais peut-être le plus terrifiant de tout, certains membres d'équipage de cabine se souviennent que lorsqu'ils ont vu ce gigantesque trou dans le fuselage s'étendant vers le haut et hors de vue, ils ont pensé que tout le pont supérieur s'était envolé, emportant peut-être les pilotes avec lui. Et cette peur a ensuite été aggravée par leur incapacité à joindre le cockpit via l'interphone, ainsi que par la soudaine descente abrupte. Cette descente était en fait voulue pour atteindre une altitude où l'air était plus respirable, mais l'équipage de cabine l'ignorait, n'ayant pas entendu l'annonce de l'ingénieur de vol. Dans le cockpit, le commandant a effectué un virage serré de 180 degrés pour revenir vers Honolulu, tout en évitant les orages et se plaçant sur la trajectoire de l'aéroport. L'équipage a analysé ensemble l'état du moteur numéro 3 et a vite constaté qu'il ne produisait plus de poussée, alors ils l'ont coupé. Ils ont vite commencé à larguer du carburant car il dépassait la masse maximale à l'atterrissage, ce qui risquait d'endommager l'appareil. À ce stade, les pilotes n'avaient pas encore constaté la perte de poussée du moteur numéro 4, mais le commandant la sentait. Avec 2 moteurs endommagés du même côté, il devait enfoncer à fond la pédale de gouverne de direction gauche pour garder le cap. Cela l'a amené à vérifier à nouveau ses instruments moteurs et il a alors vu que le moteur numéro 4 perdait aussi de la puissance, ce que le mécanicien navigant confirma rapidement. Et le 747 n'est pas conçu pour pouvoir maintenir son altitude avec 2 moteurs en panne et une pleine charge de passagers et de carburant. Cela posait donc désormais un énorme problème. S'il tentait de se mettre en palier, il perdrait vite de la vitesse et la diminution du flux d'air sur la gouverne de direction risquerait de faire perdre le contrôle de l'avion au commandant de bord. Sa seule option était donc désormais d'essayer de maintenir sa vitesse en continuant à descendre, mais il n'était pas certain qu'il pourrait atteindre Honolulu avant de manquer d'altitude. À présent, la vidange de carburant aidait en réduisant leur poids, mais le 747 ne pouvait larguer qu'environ 2300 kg par minute, et ils étaient trop lourds de 68 000 kg pour maintenir l'altitude, donc ce n'était pas vraiment une solution miracle. Et cela signifiait qu'avec encore environ 100 km à parcourir jusqu'à Honolulu, un problème mathématique complexe se posait. Et si les chiffres ne jouaient pas en leur faveur, ils devraient amérir leur 747 gravement endommagé en pleine mer de nuit. Afin d'améliorer leur conscience de la situation, le mécanicien navigant a proposé de descendre dans la cabine pour en savoir plus sur la nature et l'étendue des dégâts, ce que le commandant de bord a accepté, estimant que c'était une bonne idée. À ce moment, les pilotes ignoraient ce qui s'était passé. Le copilote pensait avoir perdu une porte. Le mécanicien navigant suspectait une rupture d'aube de compresseur au moteur 3, mais rien ne les préparait à leur découverte. Quand le mécanicien navigant est sorti du cockpit pour aller sur le pont supérieur, il a découvert avec stupeur que la peau du fuselage côté droit manquait jusqu'au hublot, laissant voir le ciel nocturne à travers les poutres structurelles à quelques centimètres des sièges de première classe et de leurs occupants effrayés. Il s'est alors retourné et a descendu précipitamment l'escalier en colimaçon, et lorsqu'il est arrivé en bas, son cœur a dû pratiquement s'arrêter. Au bas des escaliers se trouvait un immense trou assez large pour une voiture, avec plusieurs rangées de sièges manquantes et d'autres suspendus au-dessus du vide. De retour dans le cockpit, le commandant de bord et le copilote virent les flammes du moteur numéro 4, mais décidèrent de ne pas l'arrêter au cas où il fournirait encore un peu de poussée, ce qui pourrait les faire avancer. C'est ce type de priorisation et de réflexion innovante qui découle d'une grande expérience, d'une bonne communication et d'un excellent travail d'équipe. Ils étaient encore en train de discuter du moteur numéro 4 lorsque le mécanicien navigant fit irruption dans le cockpit et s'exclama essoufflé « Tout le côté arrière droit a disparu. C'est complètement ouvert. On voit directement dehors. »
À cela, il ajouta rapidement, « On dirait une bombe ». Le commandant de bord signala immédiatement au centre de Honolulu qu'une bombe semblait avoir explosé à bord de son avion, tandis que le copilote demanda, hésitant, s'ils avaient perdu des passagers. Et à cela, l'ingénieur de vol répondit simplement « Certaines personnes sont probablement parties, je ne sais pas ». Les minutes suivantes furent une frénésie d'activité alors que les pilotes travaillaient avec le contrôleur aérien pour s'aligner en vue d'une approche à l'aéroport international d'Honolulu, tout en essayant de faire comprendre la gravité de l'urgence, de demander des ambulances et ainsi de suite. Ils discutèrent également de la vitesse à adopter pour l'approche et l'ingénieur de vol conseilla de ne pas dépasser 250 nœuds en raison du risque de dommages structurels supplémentaires. Tandis que le copilote conseilla de ne pas descendre en dessous de 240 nœuds au départ en raison du risque de perdre le contrôle de direction avec ses deux moteurs en panne du même côté. Le commandant devait désormais user de toutes ses compétences pour garder une plage de vitesse étroite pendant que le copilote et le contrôleur aérien se coordonnaient pour les aligner sur la piste 08 gauche. Alors qu'ils descendaient sous 4000 pieds, ils furent transférés à la tour de contrôle d'Honolulu. À ce moment, ils étaient encore à 28 miles nautiques et continuaient de descendre lentement, les pilotes craignant de ne pas atteindre la piste. Le mécanicien navigant avait fait les calculs et les informa qu'avec le taux de descente actuel, ils avaient assez d'altitude pour rejoindre la piste. Peu de temps après, les lumières d'Oahu apparurent au loin et les pilotes commencèrent à préparer l'atterrissage. Le commandant retarda la sortie du train d'atterrissage jusqu'avant le toucher pour éviter que la traînée ne les fasse descendre sous la trajectoire et rater la piste. Mais à part cela, ils ont pu effectuer la checklist d'approche sur deux moteurs et le copilote a calculé une vitesse d'atterrissage finale de 160 nœuds. Durant l'approche, les pilotes se sont surveillés mutuellement et ont contrôlé les systèmes critiques, montrant une excellente gestion des ressources pour maintenir l'avion endommagé stable et sur la route. Mais ils n'ont pas pu calculer leur performance à l'atterrissage, car les tables de performance de l'ingénieur de vol avaient été aspirées hors du cockpit. Et puis, une autre complication est survenue lorsqu'ils ont essayé de sortir les volets. En effet, alors que les volets intérieurs se sont déployés à 5 degrés comme demandé, les volets de bord d'attaque extérieur ne se sont déployés que du côté gauche à cause de cette conduite pneumatique qui avait été sectionnée par des débris volants. Le copilote a justement signalé que l'alarme de décrochage ne considérait que la position des volets intérieurs, ignorant ainsi la portance réduite causée par l'asymétrie des volets extérieurs. Une information cruciale et un autre excellent exemple de la connaissance des systèmes par cet équipage. Et si vous êtes pilote, c'est précisément pour cette raison qu'il est si important d'étudier vos manuels techniques. En conséquence, le commandant de bord a décidé de limiter la sortie des volets à 10 degrés afin de minimiser cette asymétrie. Mais cela augmenterait également leur vitesse d'atterrissage à 190 nœuds, soit 30 à 45 nœuds au-dessus de la normale. Et à cette vitesse, personne ne pouvait dire si la piste serait suffisamment longue. Mettant cela de côté, le commandant s'est concentré sur l'alignement avec la trajectoire de descente car à cause de leur vitesse élevée, ils étaient trop hauts et ne pourraient pas remettre les gaz s'ils dépassaient la piste. Heureusement, il a pu réduire un peu la poussée et intercepter le plan de descente par le dessus, alignant rapidement l'avion parfaitement avec la piste devant eux. Et comme prévu, le copilote a ensuite sorti le train d'atterrissage en courte finale après avoir vérifié que tous les systèmes hydrauliques fonctionnaient. Et cela a montré qu'il fonctionnait effectivement, ce qui les a rassurés sur le fait qu'ils pourraient appliquer le freinage maximal, même s'ils ne disposeraient que d'environ la moitié de la poussée inverse habituelle à cause des moteurs endommagés. Le copilote annonçait en continu leur vitesse et leur position sur le plan de descente jusqu'au seuil de piste et à 2h10. Environ 24 minutes après l'explosion, le vol 811 s'est posé en douceur sur la piste 08 gauche à une vitesse légèrement supérieure à 190 nœuds. Les pilotes ont alors actionné les freins et les inverseurs de poussée au maximum et, malgré les dégâts structurels, la vitesse élevée et le poids d'atterrissage important, l'avion est miraculeusement resté intact et s'est arrêté complètement avant la fin de la piste. L'équipage de cabine a immédiatement lancé l'évacuation et les 346 passagers et membres d'équipage survivants ont rapidement évacué par les toboggans de secours où les attendaient les pompiers et les ambulanciers à l'extérieur. Mais malheureusement, même après des recherches approfondies menées par les gardes-côtes américains, aucun des passagers éjectés n'a pu être retrouvé, si bien que les 9 ont finalement été portés disparus, présumés morts.
38 autres personnes ont également été blessées, y compris les 15 membres d'équipage de cabine, mais il est presque certain que ce bilan aurait été bien plus lourd sans la décision chanceuse du commandant de bord de laisser le signal « Attachez vos ceintures » allumé un peu plus longtemps que d'habitude. Après l'accident, la FAA a émis une consigne d'urgence exigeant l'installation immédiate des nouveaux secteurs de verrouillage en acier et la réintroduction de la vérification de la position des cames via les fenêtres d'inspection. La FAA a aussi analysé les autres portes de soute pour détecter les faiblesses de conception et les risques d'erreurs humaines. Ils ont lancé une nouvelle formation pour le personnel de certification FAA sur les facteurs humains dans la conception des avions, alors qu'aucun facteur humain n'était finalement impliqué dans cet accident. Plus tard, une autre consigne de navigabilité a imposé l'installation d'un interrupteur redondant sur tous les 747 qui détecterait la position des verrous et allumerait le voyant d'alerte de porte si la porte était déverrouillée, même si elle était verrouillée. Le NTSB a également émis plusieurs autres recommandations concernant la sécurité en cabine, ce qui a conduit à des améliorations dans la conception des gilets de sauvetage, des systèmes d'oxygène pour l'équipage de cabine et des compartiments à bagages supérieurs. Mais même après que le NTSB a révisé son rapport pour conclure qu'un court-circuit était très probablement à l'origine de l'ouverture de la porte de soute, une chose manquait toujours dans la réponse. Aucune nouvelle initiative de sécurité concernant le câblage n'a été prise. En fait, le vol 811 de United Airlines n'était qu'un des nombreux accidents survenus à la fin des années 1980 et dans les années 1990 qui ont été attribués à un câblage mal entretenu ou endommagé sur des avions plus anciens. Et malheureusement, ce n'est qu'après d'autres tragédies comme le vol 800 de TWA et le vol 111 de Swiss Air que de nouvelles méthodes d'entretien du câblage ont finalement été introduites. Maintenant, c'est l'un de ces accidents qui me donne la chair de poule, non seulement à cause des circonstances horribles, mais aussi en raison du professionnalisme et du courage remarquable dont a fait preuve l'équipage. Cela me rappelle beaucoup l'accident du vol 32 de Qantas que j'ai couvert au tout début de cette série. Dites-moi si vous souhaitez une version mise à jour de celui-ci, car je pense que je pourrais demander à mon ami le commandant de bord, Richard, de faire une apparition si je lui demande gentiment. Je m'appelle Peter Hernfeld et vous regardez Mentour Pilot. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.